Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Audience au palais de la Marina, Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, a été reçue ce jeudi par le chef de l'État. Au menu des échanges, les questions d'ordre diplomatique entre son institution et le Bénin. Un séminaire sur la lutte contre la corruption a démarré ce jeudi à Cotonou. La rencontre est organisée par le ministère de la Défense nationale sous le thème « Indice du système national d'intégrité de la défense et les implications du contrôle financier dans les forces armées béninoises ». Et puis, la stratégie nationale d'identification des personnes est en cours de validation à Cotonou. C'est un dispositif destiné à faire doter le Bénin d'un système fiable et sécurisé d'identification. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue aux 20h. La secrétaire générale de la francophonie était ce matin au palais de la Marina avec le président Patrice Talon. Elle a abordé des questions d'ordre diplomatique entre son institution et le Bénin. Louise Mushikiwabo a salué les efforts engagés pour la transfiguration du Bénin. On écoute la secrétaire générale de la francophonie et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération à la sortie de l'audience au micro de Jérôme et de Jean Nambimé. D'abord, je suis très heureuse de cette visite de travail au Bénin. Je suis ici pour la première fois en tant que secrétaire générale de la francophonie. Le Bénin est un pays très actif dans notre organisation depuis bien longtemps. C'est un pays aussi qui, pour nous, représente, de par son implication dans les différentes activités, notamment de l'OIF, dans la participation sur des missions politiques, dans la participation sur les formations, par exemple, dans le domaine de l'entrepreneuriat, et beaucoup plus récemment dans la réponse à un appel à projet sur un fonds de la francophonie pour les femmes qui ont été affectées par cette crise sanitaire. On a reçu du Bénin plus de 100 réponses à l'appel à projet pour des projets vitaux pour les femmes qui sont dans le secteur informel. Donc pour nous, le Bénin représente un État membre, j'allais dire, modèle, qui s'implique, qui réagit, qui contribue également. Donc cette visite était très importante et j'ai eu le bonheur d'échanger avec le président de la République sur le Bénin et la francophonie, la collaboration, notamment sur des questions liées à l'égalité femmes-hommes, à l'autonomisation des femmes, sur des questions politiques d'ordre national, d'ordre sous-régional, d'ordre international. Et nous avons également parlé d'un sujet de convergence visible entre notre organisation, la francophonie et le Bénin, qui est le numérique, un domaine dont ce pays a fait un pilier du développement économique. Et donc voilà, en substance, le cœur de la discussion avec le chef de l'État que j'aurai le plaisir de revoir à la fin de la journée. Je crois que ce qui a été au cœur de la discussion entre Madame la secrétaire générale et le président de la République a été une lecture, une explication sur les progrès qui sont en cours ici. Elle a voulu comprendre
ce qui se passe dans les réformes politiques. Il faut le comprendre aussi, comment est-ce que face à un contexte international particulièrement difficile, ce que pourrait être la part du Bénin dans ce qui se fait. Et je puis vous annoncer que le président a été très réceptif. Vous vous êtes rendu compte que l'entretien a été un peu plus long. Il y a eu ce qu'on appelle en diplomatie une conversation très franche. Et le président, sans détour, comme il sait le faire, a expliqué les contraintes qui sont les nôtres, mais surtout le secret de nos réformes, le secret des succès qu'on commence par observer. C'est la rigueur, c'est le travail acharné, c'est tolérance zéro pour la corruption. Et cela n'a pas empêché le président, malgré cela, d'être très sensible à ce programme sur les femmes qui a été mis en place et où le Bénin va contribuer. Le président a tenu à annoncer à Secrétaire que nous apporterons une contribution. Et deuxièmement, le président va soutenir le secrétariat du réseau des ministres francophones de la digitalisation et du numérique, et qui sera, disons, une structure très innovante, parce qu'on ne va pas créer un secrétariat comme dans le passé, mais quelque chose de très pointu, et le Bénin prendra sa part de financement dans cette innovation-là. La secrétaire générale de la francophonie était aussi ce matin l'invitée spéciale d'une séance de travail au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Les échanges ont porté sur les domaines prioritaires de coopération entre le Bénin et l'institution qu'elle dirige. Cette deuxième étape de sa visite au Bénin nous est résumée par James William Bagedi et Evariste Zomon. Peu de temps après les longs échanges qu'elle a eus avec le chef de l'État, le président Patrice Talon, Louise Mushikiwabo arrive au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie et la délégation qui l'accompagne doivent échanger sur les divers domaines de coopération avec le Bénin. Une séance de travail coordonnée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Je voudrais souhaiter formellement la bienvenue à Madame la secrétaire générale qui nous revient après son élection. Nous étions impatients de l'accueillir et ce jour est arrivé. Et nous voudrions saisir cette occasion pour lui dire combien nous sommes fiers de cette responsabilité qui lui a été accordée par nos chefs d'État à Erevan, et lui dire, même si les mois se sont déjà écoulés, lui dire que nous formons des vœux de succès pour elle et pour son équipe dans cette merveilleuse aventure qui est celle de faire renaître l'OIF. Cette séance devrait nous permettre de faire le point, de nous informer mutuellement et de voir aussi comment nous pouvons instaurer des avenues nouvelles qui vont contribuer à consolider l'excellente relation qui existe déjà entre l'Organisation internationale de la francophonie et notre pays, le Bénin. Louise Mushikiwabo, de retour dans un pays qu'elle connaît bien, se réjouit de la qualité de l'organisation de la séance. Je vous remercie d'avoir réuni des collègues. J'aime beaucoup cette méthode de travail parce que ça nous permet d'échanger et d'écouter les uns et les autres sur une collaboration qui, en tout cas aujourd'hui à la francophonie, est de plus en plus transversale. Et donc ce format, cette manière de travailler nous réjouit. Cette méthode de travail, c'est celle qui réunit autour de la secrétaire générale de la francophonie les ministres béninois en charge de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle, des affaires sociales, du numérique et de la digitalisation et le représentant du ministre du Tourisme. Les objectifs sont dès lors clairs. Cette visite de travail est une visite qui s'inscrit dans une redynamisation de l'organisation que je dirige depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans, et qui s'inscrit aussi dans l'approche que moi personnellement j'ai en tant que secrétaire général d'une organisation multilatérale, à savoir nous rapprocher des États, nous rapprocher des populations, être à l'écoute, travailler ensemble, nous inscrire nos priorités dans les priorités des États, des populations, et surtout avoir une lecture comparée d'un monde qui change de plus en plus,
et dans lequel le mot secret de la francophonie qui est à la fondation de l'organisation, à savoir la solidarité, la collaboration, est un mot aujourd'hui qui a beaucoup plus de sens qu'il ne l'avait avant. La suite de la visite de Louise Mushikiwabo sera consacrée notamment à l'agence de développement de Semen City, au campus numérique de la francophonie, au centre d'incubateur de l'université d'Abomey-Calavi, mais aussi au projet touristique de la cité historique de Ouida, déjà au menu de cette séance de travail. En 2020, ce sont au total 88 États et gouvernements qui sont membres ou observateurs à l'OIF. La francophonie est à la fois un ensemble de locuteurs, mais également et surtout un projet institutionnel porté par des États dont le Bénin. Même si l'anglais l'a supplanté comme principale langue diplomatique, la famille francophone continue de s'élargir et compte aujourd'hui plus de 300 millions de locuteurs sur les 5 continents. Retour ici sur quelques faits qui ont profondément marqué cette communauté avec Renaud Akako et Mohamed Bion. Né sous la plume du géographe français Onésime Reclus en 1880, le mot francophonie s'est mué en francophonie institutionnelle un siècle plus tard. Il désignait la France et ses colonies, mais cette inspiration peu flatteuse du fait du relent colonialiste tombe dans l'oubli. Il a fallu attendre les années 60 pour voir sa renaissance sous la houlette de 4 figures de proue de l'histoire contemporaine. Les anciens présidents Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Habib Bourguiba de la Tunisie, Amani Diori du Niger et l'ex-prince du Cambodge, Norodom Sihanouk. La plus-value de la francophonie et sa portée politique sont ainsi magnifiées pour l'ancien président poète et membre de l'Académie française. Ce creuset n'est ni une tour, ni une cathédrale. Il se présente comme une communauté ayant en partage le français. J'ai essayé d'enseigner à mon peuple le sens de la mesure, le sens de la complémentarité, le sens du métissage culturel. C'est le 20 mars 1970 que la francophonie institutionnelle a connu son baptême du feu avec la création au Niger de l'ACCT, l'Agence de coopération culturelle et technique. Plus d'une décennie après, elle s'offre une lucane mondiale avec le lancement de la chaîne de télévision TV5. L'autre initiative majeure portée par la famille francophone est la création d'un poste de secrétaire général. Cette décision historique a été actée à Cotonou lors du 6e sommet de la francophonie organisé du 2 au 4 décembre 1995. La francophonie a dès lors pris une véritable dimension politique et pour lui donner une direction, un secrétaire général est pour la première fois porté en triomphe. Le diplomate égyptien Boutros Boutros-Ghali est élu lors du sommet tenu au Vietnam en 1997. Investi de la mission de renforcer la cohérence des actions et la voie politique de la francophonie, il a pleinement joué son rôle de porte-parole politique et de représentant officiel de la francophonie au niveau international. La valse des secrétaires généraux à la tête de l'OIF n'a pas rompu cette dynamique. L'Organisation internationale de la francophonie brasse un vaste chantier pour l'épanouissement de cette grande communauté. Cela va de la gouvernance démocratique à la prévention des conflits, en passant par le numérique et la valorisation du capital humain. Le Bénin était très récemment le centre d'éclosion de l'initiative Vivre ensemble. Que le Bénin fait une fois encore figure de précurseur, puisqu'il est le premier État à s'approprier sur le plan national de cette initiative pour en faire une composante à part entière de sa stratégie jeunesse. L'actuel secrétaire général de l'OIF, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, qui est venue à la succession de Michael Jean au sommet d'Erevan en 2018, nourrit elle aussi de grandes ambitions pour cette organisation vieille déjà de 50 ans. Liberté de la presse dans le contexte du numérique, c'est une problématique qui intéresse la Direction générale des médias. Elle a organisé un atelier de réflexion qui a réuni divers acteurs des médias. Les travaux ont eu lieu à Cotonou. Jérôme Hongbo, Bénédicte Possou. La vraie question qui devrait nous préoccuper,
est de savoir si la liberté de presse rétrécit ou pas avec le support. Voilà toute la problématique objet de cet atelier de réflexion de la Direction générale des médias. Opiner sur les réels enjeux de la liberté de la presse en lien avec l'avènement du numérique. Si le développement du numérique a pour corollaire le rétrécissement du champ de la liberté de presse, c'est à nous, dans cet atelier, de porter la vraie interrogation et d'apporter les bonnes réponses. Mais si les choses sont vues autrement et que nous essayons, c'est également la mission de cet atelier, d'identifier les facteurs qui permettent, qui autorisent cette réflexion, qui considère que le numérique et le code du numérique entravent la liberté de presse, c'est également au cours de cet atelier que je voudrais que nos réflexions nourries permettent de dégager les vraies raisons de cette inquiétude, de cette angoisse. Je ne doute pas un seul instant qu'avec ces orientations ou ces pistes d'orientation, nous n'ayons pas une approche de réponse cohérente, logique, afin que ces polémiques cessent et afin que la paix revienne dans la maison média. La paix pour la maison média, les associations des professionnels des médias, les institutions de la République et les réseaux partenaires sont conscients de sa nécessité pour un développement progressif sans dérapage. Je reste convaincu qu'elle nous permettra surtout de tirer les bonnes résolutions et recommandations pour la production et la circulation de l'information par les canaux numériques. Je nous invite, professionnels des médias, à surtout faire bon usage des plaquettes d'extraits de tests régissant le secteur du numérique au Bénin qui nous seront distribuées au cours de cette activité, qui nous permettra surtout d'éviter les dérives enregistrées suite à l'exploitation du numérique par les professionnels des médias. Les mots seront essentiellement des mots de bienvenue. L'information qui va loin en très peu de temps est une avancée, mais aussi une arme redoutable à manier sous un angle empreint de rationalité. On reste dans le domaine du numérique. Le Comité national d'interopérabilité a été installé hier. L'objectif est de pouvoir plus efficacement mettre en cadence les différentes actions entreprises au sein des ministères, agences et structures de développement du numérique au Bénin. Rebecca Kendiaonde. 5 membres. Ils représentent chacun des ministères ou agences intervenant directement dans la stratégie de transformation du numérique au Bénin. Leur mission est plutôt claire, définir les politiques et stratégies nationales d'interopérabilité tout en établissant les orientations de développement et d'utilisation de la plateforme nationale d'interopérabilité, PNI. Une plateforme qui porte sur l'intégration d'un ensemble de technologies en vue de garantir des échanges sécurisés de données entre différentes sources au sein de l'administration. Ça veut dire quoi? Les systèmes d'information, par exemple, du ministère des Finances, de la fonction publique, de la CNSS, que tous ces systèmes d'information-là puissent interopérer et pour qu'on ait à la fin un même langage au niveau de ces systèmes d'information. Le Comité national d'interopérabilité sera également chargé d'approuver les mises à jour du cadre d'interopérabilité proposé par la structure de coordination qu'est l'Agence des services et systèmes d'information, ASI. Il se chargera aussi de définir les orientations en matière de coordination avec les instances internationales compétentes pour l'interopérabilité avec les gouvernements étrangers et les organisations internationales. Pour finir, faire des recommandations pour la promotion de la PNI. Ces charges, les membres du CNI en savent le poids et ils disent avoir déjà établi une feuille de route pour ce faire. Voir à quel niveau nous en sommes par rapport au fonctionnement de l'interopérabilité au niveau des systèmes et de faire en sorte que cette plateforme soit véritablement utilisée parce que c'est l'objectif pour nous au Bénin, que cela puisse être utilisé pour qu'on puisse avoir une uniformité des systèmes au Bénin. Donc notre rôle, c'est de pouvoir veiller à cela.
Le Comité national d'interopérabilité est mis en place par le décret 209 du 18 mars 2020 portant création de la plateforme nationale d'interopérabilité INSROAD BJ et fixation des règles de sa gestion et de son utilisation. Parlons à présent du coaching, un domaine qui reste très peu connu du grand public. Comment peut-on devenir coach et quand doit-on faire recours à un coach? Les éléments de réponse dans ce reportage. Il y a une école, c'est d'ailleurs Allo Coach Academy, qui forme au métier de coaching professionnel afin de sortir des coachs qualifiés, capables d'aider des personnes à aller vers des solutions efficaces pour leur situation. Ces dernières années, avènement de coachs à foison, au point où il est devenu difficile de discerner qui est compétent de qui ne l'est pas. J'avoue que beaucoup d'initiatives circulent aujourd'hui au nom du coaching, et croyez-moi, très peu d'entre elles sont réellement du coaching. En entreprise, comme dans les affaires, des études jusqu'à la vie de tous les jours, le coaching, c'est cette science qui place l'individu comme l'unique acteur de son progrès. Pour reconnaître un coach professionnel, c'est deux choses. La première, c'est qu'un coach doit être quelqu'un qui lui-même a un coach. C'est quelque chose qui ne se négocie pas, c'est très important. Là, vous êtes sûr que cette personne a elle-même fait un chemin de croissance personnelle. Vous êtes sûr que cette personne elle-même est ouverte, continue d'apprendre et est capable maintenant de vous aider, de vous assister. On est arrivé à comprendre que il est difficile pour nos gens en Afrique, dans la sous-région et au Bénin notamment, il est difficile pour les gens d'accéder à un cours complet de coaching au Bénin et pour la sous-région tout entière. Nous avons la capacité de former des coachs professionnels à un coût raisonnable, mais en même temps de permettre à ceux qui exercent déjà cette profession, les coachs et les managers dans les entreprises, de leur permettre de passer à l'accréditation. Au regard de la grande variété des métiers de ceux qui sont devenus coachs au cours de leur carrière, l'on peut imaginer que les motivations pour choisir cette profession sont multiples et variées. Il peut cependant exister de bonnes et de moins bonnes. Le coach, ce n'est pas un gourou. Le coach n'est pas un marabout. Ce n'est pas un prophète. Il n'est non plus un guide. Le coach, c'est cet expert qui a la compétence de réveiller le changement en l'individu. Il serait comme quelqu'un qui place un miroir devant vous et qui vous permet d'y voir vos zones de blocage, mais en même temps, les ressources dont vous disposez pour baliser ces zones. Lorsque un coach professionnel finit son boulot, le coaché, il ressort avec, c'est-à-dire il découvre l'étendue de son potentiel. Le choix de se faire former à une attitude ou posture de coach pourrait booster n'importe quelle carrière sans avoir à changer de métier. C'est une position que soutiennent les consultants en la matière. Le service des ressources humaines le plus performant, c'est celui-là qui s'appuie sur le coaching. Les affaires marchent pour ceux qui s'investissent, qui investissent beaucoup plus sur eux-mêmes que sur leurs produits. Même en politique, ce politicien-là qui vise plus haut, qui aspire à de grandes fonctions, c'est celui-là qui a à ses côtés un professionnel que nous appelons coach et qui l'accompagne dans ses objectifs. Les outils performants du métier de coach permettraient un changement de perspective, chose importante pour tous les professionnels dont le cœur de métier est centré sur les relations. Cela est d'autant plus vrai aujourd'hui dans le cadre d'une évolution sociétale vers de moins en moins de pouvoir hiérarchique et vers de plus en plus de contextes collaboratifs.
Littérature, le journaliste Patrick Djossou lance son premier livre demain vendredi à Cotonou. L'ouvrage est intitulé « Les figures de style au goût du stylo ». Patrick Djossou dévoile ici le contenu et ses motivations au micro de Lénaïka Gwazaoué de Calvador Avon. Figures de style au goût du stylo, le lancement sera fait le vendredi 25 septembre 2020 à partir de 15h au Codiam à Cotonou. La date est choisie à dessein parce que cela va faire 50 ans, par la grâce de Dieu, que Patrick Djossou est né à Cotonou. Les figures de style au goût du stylo, c'est un ouvrage didactique et métalinguistique. Didactique parce que cela permet d'enseigner, de donner des renseignements et des enseignements sur un fait, les figures de style. Ces figures qui permettent à chaque être d'avoir du style dans sa manière de parler, d'avoir du style dans sa manière de communiquer, d'avoir du style dans sa manière d'être avec l'autre, d'être devant l'autre, d'être en face de l'autre. Et c'est dans toutes les langues, mais surtout en français. Surtout en français, les figures de style permettent à chaque être de pouvoir montrer qu'il comprend le français. Et dans l'écrit, on demande aux élèves ou aux étudiants de retrouver certaines figures de style. Comment les retrouver? C'est assez simple, il faut les connaître. Il faut savoir que telle figure a telle explication, telle autre figure a telle autre explication. Et c'est dans ce cadre que le livre devient un ouvrage métalinguistique. Ce qui est métalinguistique, c'est ce qui explique la langue. C'est l'explication sur la langue. Donc, c'est un ouvrage didactique et métalinguistique. Ce qui est métalinguistique, c'est un dictionnaire, c'est un ouvrage comme les encyclopédies. 156, c'est choisi, pas très exprès, mais ça tombe bien. Cela fait 3 ans pour pouvoir lire l'ouvrage, parce que ça fait 52 semaines en une année, 52 x 3, 156. La figure de style au goût du stylo, c'est un ouvrage qui va permettre de donner du bonus, du tonus et un plus à votre manière de parler. Sachez, mesdames et messieurs, que le bassin de la Volta est menacé. C'est l'une des zones les plus vulnérables en Afrique de l'Ouest. Ces dernières années, elle a été très affectée. Face à ce constat, des solutions urgentes s'imposent. Stanislas Linkpon, Marcela Rossi et Daniel Ada nous en disent plus. Maisons et produits vivriers emportés par l'eau au nord du Bénin. Les populations impuissantes face aux dégâts ne savent plus où donner de la tête. Pour gérer des catastrophes du genre, plusieurs initiatives ont été prises dont le projet a intégré la gestion des inondations et de la sécheresse et les systèmes d'alerte précoce pour l'adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta. Pour gérer ces phénomènes et aborder le développement, soutenir le développement durable des populations, il faut que l'eau puisse contribuer effectivement au développement. On veut éviter que l'eau soit source de problèmes et de pauvreté. La situation n'est pas du tout reluisante, c'est pour cela justement qu'on dit tant qu'il reste à faire, c'est comme si rien n'est fait. Il faut mener des actions, il faut prendre des mesures et de façon durable. Le projet couvre 6 pays du bassin, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali et le Togo. Les pays concernés travaillent à trouver une solution durable au changement climatique. Les pays du bassin de la Volta, à l'instar des autres pays de la sous-région, sont confrontés depuis quelques années aux effets néfastes des changements climatiques qui se traduisent par des phénomènes extrêmes comme la sécheresse et les inondations, selon le cas, avec parfois couplage de ces 2 risques climatiques pour les mêmes années, avec d'importants dégâts, dont malheureusement des pertes en vies humaines. Au Bénin, le bassin de la Volta regroupe la zone de la Pendjari et Perma. Dans cette salle, des experts discutent de la question à Cotonou après l'étape de Lomé. Bientôt, la Côte d'Ivoire va accueillir la même série de journées de réflexion.
Le ministère de la Défense nationale organise depuis ce jeudi à Cotonou un séminaire sur la lutte contre la corruption, indice du système national d'intégrité de la défense et les implications du contrôle financier dans les forces armées béninoises. C'est le terme autour duquel les acteurs de la défense et de la sécurité sont réunis. Ghislain Poguet, Karen Taïwo et Michel Egbe, compte rendu. Comment éviter la corruption au sein des armées? Quelle stratégie adopter pour que la corruption ne gangrène et n'enraye le système sécuritaire et défensif du Bénin? Dans son discours à l'occasion de la 58e anniversaire de l'indépendance du Bénin, le chef suprême des armées avait martelé sa ferme volonté de crédibiliser la lutte contre la corruption et l'impunité. Le présent séminaire entre dans cette logique des choses. La transformation structurelle de notre économie et de son dynamisme passe nécessairement par cet impératif. Il a été fortement recommandé la mise en œuvre des plans d'action sectoriels des ministères et institutions qui permettent de faire reculer de façon substantielle le phénomène de la corruption et de pouvoir promouvoir les valeurs d'intégrité et de la lutte contre la corruption. Au cours du séminaire, il sera question du système national d'intégrité et de l'indice d'intégrité de la défense nationale. Le dit système sera présenté dans sa politique, son personnel, ses aspects financiers, opérationnels et logistiques. Le point focal du système national d'intégrité du ministère de la Défense nationale par ce séminaire veut vulgariser le système et sensibiliser les gestionnaires de crédit et ordonnateurs de budget. Le système national d'intégrité est un levier qui traduit dans les faits cette volonté affichée du gouvernement et qui invite à la gestion efficiente et sécurisée des ressources mises à disposition. La mise en œuvre de cette vision en matière de lutte contre la corruption au niveau des forces armées béninoises s'est traduite par la prise d'un arrêté portant création, attribution, organisation et fonctionnement du comité ministériel de maîtrise des risques, dont l'une des cellules opérationnelles est la cellule de promotion de l'intégrité et de lutte contre la corruption. L'une des activités de cette cellule, inscrite dans le plan de travail annuel 2020 de notre ministère, vise à sensibiliser les cadres que nous sommes sur les méfaits de la corruption aux fins de s'en prémunir. Cette sensibilisation se fera aussi dans les autres garnisons du pays, en dehors de celle de Cotonou. Je vous l'annonçais dans les titres, un atelier consacré à la validation de la stratégie nationale de l'identification des personnes se tient à Cotonou. C'est un outil destiné à faire doter le Bénin d'un système fiable et sécurisé d'identification. Lénaï Kabazao et Petroni Lokosu, compte rendu. Au nombre des priorités du gouvernement de Patrice Talon figure la modernisation de l'état civil et l'identification des citoyens béninois. Après les différentes campagnes d'enregistrement de personnes, et la délivrance depuis quelques jours de la carte nationale d'identité biométrique, il est procédé ici avec les acteurs concernés et dans le souci de mieux conduire les opérations à l'étude et à la validation de la stratégie nationale de l'identification des personnes. Le document appelé à être validé traduit la volonté du gouvernement de se doter d'un cadre de référence pour asseoir un système d'identification fiable, sécurisé et statistiquement utile sur l'ensemble du territoire national. Si la stratégie proposée par les experts est adoptée par cet atelier et que par la suite cela est approuvé par le gouvernement, désormais l'identification des personnes deviendra un facteur d'inclusion et de simplification de l'accès aux services sociaux de base. Les enfants ne seront plus renvoyés de l'école pour défaut d'acte de naissance. Les parents n'auront plus à craindre pour les coûts faramineux d'un processus de régularisation par voie judiciaire. Les Béninois vivant à l'extérieur se sentiront plus proches de leur État. Les services chargés de l'identification formelle puiseront à une source unique et nationale de vérification des données identitaires et chaque citoyen se verra attribuer un identifiant unique, clé d'accès aux services du numérique. Les banques, les compagnies d'assurance, de sécurité sociale et autres
bénéficieront de l'interopérabilité pour l'identification et l'authentification de leur clientèle. Une meilleure identification des personnes concourt aussi à l'effectivité d'une administration intelligente. Les ambitions du gouvernement en matière d'identification des personnes privilégient bien sûr l'intérêt du citoyen dans un monde en mutation, marqué par l'utilisation croissante, à notre grand bonheur, des téléphones mobiles, des objets connectés et des réseaux sociaux. De notre point de vue, en plus de favoriser la prestation de services par voie électronique, une stratégie d'identification des personnes accroît l'efficacité de l'action publique en faveur de la population par la création et l'amélioration des e-services. Et ce qui, en retour, favorise l'inclusion, la planification, le commerce électronique et la digitalisation de notre administration publique. Le document à valider va permettre à terme d'améliorer la gestion de l'identité au Bénin, de promouvoir et de garantir un système efficace et accessible d'enregistrement systématique des faits et des statistiques d'état civil, notamment les naissances, les mariages et les décès. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal et merci pour votre aimable attention.